Selon une des définitions de lepoint.fr, une œuvre culte, c'est une œuvre qui arrive à rassembler autour d'elle des groupes qui en font le cœur de leur lien. Une œuvre qui arrive à réunir des fans en gros. Et en se tenant à cette définition, il est très difficile de parler de manga culte si on ne parle pas de Accrochez-vous bien car on va parler de Naruto. Je pense qu'il est important de rappeler certaines choses. Tout d'abord, Naruto c'est 26,5 millions de ventes rien qu'en France. C'est également 250 millions de ventes partout dans le monde. D'ailleurs, ce nombre de ventes hallucinant lui a donné la place de 5e manga le plus vendu de tous les temps et le manga le plus vendu en France. C'est un manga qui a définitivement marqué l'industrie puisque justement, on peut retrouver des traces de son héritage à travers My Hero Academia de Horikoshi ou même le Jujutsu Kaisen d'Akutami. Possède le statut de membre du Big Three, c'est-à-dire les mangas les plus connus des années 2000, et la licence est toujours très populaire aujourd'hui. Il y a même un spin-off de Minato qui est en cours de réalisation en ce moment. Avoir toutes ces informations, ok c'est bien. Mais ça ne répond toujours pas à la question « Pourquoi ?» Naruto, visuellement, ça sort du lot. Et ça, c'est grâce au brassage de plein d'éléments de la culture japonaise que Kishimoto a incorporé. Que ce soit les films de kaiju, des théâtres japonais, des contes japonais ou d'autres mangas. Même musicalement, Naruto a une certaine identité. Puisque chaque musique est un peu un mixte entre de la musique traditionnelle japonaise avec des instruments traditionnels que le shamisen ou le shukuhaku, mais aussi des genres un peu plus récents comme le rock, qui caractérise beaucoup de musique de Naruto en vrai. Même au niveau de l'écriture, Naruto a une certaine identité puisqu'il ne s'enferme pas dans un temps ou un registre particulier. Ça peut être autant tragique que comique, que épique, voire même philosophique. Forcément, l'excitation de découvrir une œuvre qui est riche, dépaysante mais tout de même accessible, ça renforce l'immersion. Une immersion encore plus renforcée en suivant cette histoire à travers les yeux de notre protagoniste. Naruto est un protagoniste intéressant, notamment parce qu'il ne correspond à aucun archétype du héros de Neketsu conventionnel. Il n'est ni talentueux, il n'est ni un modèle de vertu, et il n'est pas vraiment simplé idiot comme d'autres. Naruto, c'est un personnage qui est plus appréciable parce qu'il est plus faillible. Naruto, à ses débuts, c'était un sale gosse qui faisait des conneries pour se faire remarquer. Un désir qui provient surtout de sa solitude, de son exclusion. Et forcément, ça crée de l'empathie chez le lecteur qui a envie de voir cet enfant grandir pour devenir un meilleur modèle, réussir son objectif et être reconnu à sa juste valeur. En fait, Naruto, c'est plus ou moins le Spider-Man du Shonen Jump. Et je dis ça parce que les deux personnages sont des personnages qui doivent apprendre à passer leur traumatisme, qui affrontent des difficultés de la vie, comme se faire accepter ou se faire des amis, surmonter l'épreuve du deuil, ou alors comprendre le sens des responsabilités. C'est à travers ces leçons apprises que Naruto va véritablement devenir un meilleur ninja et va sauver ses adversaires, comme il l'a fait avec Gaara, un autre Jinchuriki qui a été persécuté par son village, mais qui est revenu sur la voie de la rédemption grâce à la gentillesse de Naruto. Mais surtout Nagato, un enfant qui a été traumatisé par la guerre, un enfant qui a vu le pire de l'humanité et qui, grâce à Naruto, va apprendre à croire en son meilleur. Naruto Uzumaki. Je dois reconnaître qu'il m'a appris beaucoup de choses très précieuses au cours de nos rencontres et de nos combats. Il éprouvait en fait la même souffrance que moi. Et grâce à lui, j'ai vu qu'il était possible de changer sa façon de vivre. Et maintenant, moi aussi, j'ai envie qu'un jour les gens qui m'entourent aient confiance en moi. Qu'ils aient besoin de moi non pas en tant qu'arme ultime, mais
mais en tant que Kazekage du village de Suna. Mais pour un grand héros, il faut aussi un grand méchant. Orochimaru, Pain, Zabuza, Madara et même Obito sont des antagonistes marquants dans Naruto. Marquants pourquoi? Marquants parce qu'ils arrivent à être charismatiques à leur façon. En fait, il y a même 1000 façons de dire pourquoi ces antagonistes sont si mémorables. Déjà, ils sont menaçants parce qu'ils représentent toujours un danger, que ce soit pour les héros, pour le village ou pour les autres personnages. Ce sont des méchants qui peuvent être profonds, amusants, délirants, puissants, ou alors apporter de la nuance par rapport aux différentes thématiques du manga, mais surtout ils sont assez distincts les uns des autres. Contrairement à Dragon Ball où souvent les antagonistes représentent juste un gros méchant qu'il faut tuer, là dans Naruto chaque méchant a à peu près son objectif, son rôle narratif qui diffère d'un autre méchant. Tu peux avoir des antagonistes purement machiavéliques comme Orochimaru, des héros déchus tels que Nagato ou Obito, ou alors tu as des antagonistes aux motifs compréhensibles comme Madara, voire même un anti-héros avec Itachi qui, malgré le fait que c'est un antagoniste, a toujours œuvré pour la paix et pour protéger son village. C'est pour ça qu'il est aussi apprécié. On a peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais les antagonistes de Naruto sont les persos les mieux écrits du manga. Leurs drames sont prenants, ils sont charismatiques, leur confrontation avec le héros iconique, et aussi ils apportent des nuances et des thématiques qui permettent d'élargir l'essence de lecture du manga, permettant à des lecteurs plus âgés d'apprécier Naruto malgré le fait que les adolescents sont la première cible. Bon, je vous ai parlé de la patte artistique et de la qualité d'écriture des personnages de Kishimoto, mais il ne faut pas oublier un point essentiel pour tous les Nekketsu qui se respectent. Alors que pendant des années, Dragon Ball s'était imposé comme seul maître du manga de combat, puisqu'il proposait des combats qui étaient très spectaculaires et iconiques, faut pas se le cacher, et j'en parlerai une autre fois d'ailleurs, Naruto, lui, s'est imposé comme une alternative plus intéressante. Il suffit de voir les personnes qui se croient subversives de faire noter que les combats de Naruto sont beaucoup mieux chorégraphiés. Alors que Naruto, c'est quand même un animé sorti des années après et qui a bien profité de justement l'évolution de l'animation japonaise. C'est un animé qui a pris quand même pour inspiration Cowboy Bebop. Il a littéralement copié une chorégraphie de Cowboy Bebop pour l'un des combats. Mais forcément, c'est beaucoup plus soigné. Et surtout, c'est créatif. Par exemple, Naruto contre Pain, que beaucoup aiment bien se moquer à cause des arrêts sur image en effet horribles, alors que ça donne un aspect très élastique et donc très percutant à ce combat. Ça rend le combat encore plus fluide et par conséquent, ça le rend forcément plus intense. Même si c'est pas volontaire et je suis conscient, je dirais même que ça va avec le contexte de la scène. Naruto est littéralement défiguré par sa haine et il provoque justement le chaos autour de lui. Donc fallait bien un moyen d'illustrer le fait qu'il mette le bordel autour. Kakashi contre Obito, c'est aussi un bon exemple parce que c'est créatif de par les chorégraphies qui sont encore une fois très bien soignées, mais surtout le montage qui fait un parallèle entre leur confrontation passée et justement leur situation présente, montrant des anciens rivaux devenir des ennemis mortels. En fait, c'est tellement une bonne scène que même si tu connais pas beaucoup le personnage de Kakashi et Obito, à partir de ce seul combat, tu arrives à comprendre l'évolution de leur relation. Avant, Kakashi ne voulait pas combattre Obito car il était mauvais ninja. Là, il ne veut pas le combattre car il ne veut pas combattre un frère. D'ailleurs, dans le présent, Kakashi est beaucoup plus en difficulté parce que justement, Obito est devenu plus fort en suivant le chemin de la haine. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les combats dans les animés, un bon combat doit être autant bien exécuté visuellement que narrativement. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à vraiment remarquer ça, mais dans les grands combats, en général, il y a peu voire pas de dialogue dans les scènes de combat.
Certes, ça va pas aussi loin qu'un Kurosawa où vraiment tu peux avoir 10 minutes complètement silencieuses juste pour renforcer la tension du combat. Eh bien, Naruto a quand même cette ambiance qui est envoûtante. Ça renforce vraiment l'immersion et en plus quand c'est accompagné d'une telle animation et de telle musique, eh bien ça rend vraiment les combats de Naruto fun. J'aime beaucoup ces scènes, je les revois même très souvent tant elles sont bien réalisées, tant elles sont prenantes, tant j'étais investi lorsque je les ai vues la première fois, donc forcément j'en ai de bons souvenirs. Et c'est le cas de beaucoup de fans. Et ça peut paraître trivial au premier abord, mais réellement, ces petits points de réalisation ont rendu les combats de Naruto iconiques, voire anthologiques. Cependant, malgré mon amour pour ce manga et le respect derrière toute la réalisation et autour de l'auteur, Naruto n'est pas exempt de tout défaut. Mon jugement est peut-être dû au fait que j'ai pu regarder Bleach, cependant, je considère que Naruto est le membre du Big Three avec le plus de défauts. Pas les plus graves, pas les pires, mais le plus de défauts. Chers amis de la communauté Naruto, soyons honnêtes. Les personnages secondaires, c'est le plus gros point noir du manga. Ok, j'exagère quand même beaucoup vu qu'il y a des cas comme Shikamaru, Jiraiya ou Kakashi. Ça y est, insipide malgré le concept du ninja déshumanisé à cause des missions horribles auxquelles il a participé. Choji et Ino, ils ont juste une scène un peu classe contre Azuma qui développe un peu leur personnage, mais bon, sur une série de presque 20 saisons, 4 épisodes, ça paraît très peu, vous voyez. Rock Lee et Neji, leur révolution se sont un peu stoppées à Naruto enfant, en plus d'avoir la mort la plus incohérente de tout le manga. Les Kage sont un minimum classe avec leur combat contre Madara qui montre un peu leur détermination et les Hokage sont des bons personnages mais c'est plus pour le côté figure mythologique que pour le développement de personnages que Kishimoto en fait. Vu qu'ils sont là dans une toute petite partie de l'histoire, il n'a pas le temps de faire le développement de ces personnages. Ce n'est pas pour rien que le spin-off qui a été demandé pour un personnage de la série, c'est un spin-off sur Minato. Autre défaut qui rejoint celui-là, les personnages féminins. Les persos féminins de Naruto sont tellement nuls que souvent elles sont devenues des blagues. Que ce soit ceux qui blaguent sur le fait que Tenten a moins de temps d'écran que le vendeur de ramen, que ce soit Korena qui pensait avoir Itachi dans un genjutsu, que ce soit Sakura qu'on ridiculise pour servir à rien. Je ne vais pas totalement brosser les fans dans le sens du poil non plus, puisque je considère personnellement que Sakura est le troisième perso féminin le mieux écrit. C'est juste que ça veut rien dire vu le niveau d'écriture de Kishimoto pour les personnages féminins. En fait, les seuls personnages féminins qui sont vraiment traités comme des personnages qui ont des arcs d'évolution, ce sont Tsunade, Sakura, Conan et si tu rajoutes le film The Last, Hinata. Parce que le reste, elles sont oubliables ou inutiles. Mais genre beaucoup plus que Sakura. Genre, dites-moi en quoi Kurena et Tenten ou alors Ino sont plus utiles que Sakura. Tsunade a tout un arc sur le fait de laisser son passé derrière elle, réapprendre à soigner les gens, faire confiance à la nouvelle génération et prendre ses responsabilités en main. Conan a un arc sur le fait de protéger l'héritage que Nagato a laissé pour eux, pas seulement pour Conan mais aussi pour Yaiko, et surtout cet héritage c'est la paix, une paix qui n'est pas d'une absence de conflit mais d'une victoire de la justice. Et Sakura doit apprendre à ne pas dépendre de Naruto et Sasuke tout en restant un soutien pour eux et toujours les ramener dans la voie qu'elle trouve juste. Je veux dire, c'est pas pour rien que c'est une ninja médecin. C'est un soutien avant tout, mais ça l'empêche pas de poutrer la gueule de Sasori, taper Madara ou taper Kaguya. Un autre défaut qui n'a rien à voir, évidemment, le nombre débile de fillers dans Naruto. La série, c'est quand même 75% de fillers. À ce stade-là, c'est pas juste quelques épisodes. Là, il y a vraiment des arcs dans Naruto Shippuden qui sont fillers. Fillers qui ne racontent rien dans le but de ne pas être incohérent avec le manga. Et même en faisant ça, ils ont réussi à être incohérents avec le manga. Notamment avec l'arc du mec qui a la patte de Kyuubi. Ce qui est très étrange quand il pense, parce qu'entre lui, Kinkaku et Kinkaku,
Minato qui possède la moitié de Kyuubi. En fait, Naruto, il a même pas un sixième du vrai Kyuubi. C'est très comique à force. On dirait que Kyuubi, c'est une sorte de Triforce ou quelque chose. La dernière partie de la 4e Grande Guerre est nulle. L'antagoniste est peu intéressante, il y a eu trop de rebondissements, ça a été trop vite rushé pour faire un truc qui était finalement assez gratuit et peu intéressant en comparaison de ce qu'avait offert Madara comme spectacle et narration. Ou alors le passage chez Rikudo qui était franchement pas terrible puisque ça trahissait l'essence de la série, qui a toujours reposé sur l'histoire de ce garçon qui défie sa destinée grâce à sa détermination et son travail acharné. Donc révéler qu'au final c'était le destin qu'il allait sauver le monde, ça gâche un peu ce message, même si cet aspect de Naruto est toujours présent malgré ce passage. Puis ça gâche un peu le personnage de Rikudo qui avait cette aura mystique justement parce qu'on savait rien de lui. Là aussi c'est un défaut assez populaire, mais il y a beaucoup trop de flashbacks dans Naruto. Dites-vous juste qu'il y a en tout 720 épisodes pour 791 flashbacks, dont 47 sont sur le massacre du clan Uchiwa. Bref, au bout d'un moment, quand vous voyez un flashback dans Naruto, vous avez plus tendance à réagir comme ça. Mais bon, au final, on lui pardonne sans souci ses défauts, puisque justement, cette œuvre a une multitude de qualités, donc on est plus indulgent. Et aussi, les défauts de Naruto sont surtout dus à un problème beaucoup plus important. Et c'est le fonctionnement même du Weekly Shonen Jump, qui produit des mangas à la chaîne en un temps qui est beaucoup trop court pour les mangaka qui veulent raconter une histoire. Mais bon, je digresse, car si on commence à parler du fonctionnement du Weekly Shonen Jump, on sera encore là demain. Néanmoins, si vous voulez une vidéo dédiée à ce fonctionnement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y réfléchirai. Et bon, au final, est-ce que ce manga ne serait-il pas culte parce que l'histoire de cet enfant rejeté qui est parti de rien, par ses efforts, a réussi à réaliser son rêve et que justement par ce modèle, les spectateurs ont été inspirés de faire de même ?